Arthur Conan Doyle a consacré beaucoup de temps à consulter des médiums. As I've said, with more mediums, good and bad and indifferent, than perhaps any living being. Anyhow, a larger variety because I've traveled so much all over the world. Certainly the results have justified me. I'm quite sure I could fill a room of my house with the letters that I've received from people telling me of the consolation which my writings on this subject and my lectures on this subject have given to them. How they have once more heard the sound of a vanished voice and felt the touch of a vanished hand. Jean-Pierre Neugrette, on associe toujours Arthur Conan Doyle à Sherlock Holmes. Mais il a aussi écrit d'autres romans. Et puis, il avait un centre d'intérêt sur lequel il a beaucoup écrit et travaillé, le spiritisme. Cette pratique qui permet de rentrer en contact avec les esprits des défunts. Dans un premier temps, il s'intéresse à ce qu'on appelait les recherches psychiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le spiritisme. Il adhère en 1893 à la société psychique, qui regroupait pas mal de gens. Et ensuite, il va évoluer plus nettement à partir des années 20 vers le spiritualisme ou le spiritisme. Alors, il y a plusieurs raisons pour expliquer cette évolution. La première, c'est qu'il n'était pas le seul, à l'époque, à s'intéresser à ces phénomènes. Les biographes de Doyle disent souvent que le tournant dans ce domaine, disons dans l'attitude qu'ont eu les Anglais vis-à-vis du spiritisme, c'est la guerre de 14-18. Doyle lui-même perd son fils, Kingsley, qui contracte une pneumonie en 1916 et qui met 2 ans à ne pas s'en remettre, si je puis dire, puis il meurt en 1918. Doyle perd beaucoup de membres de sa famille à la guerre de 14. Un écrivain comme Kipling perd son fils également à la guerre de 14. Et donc, il y a eu un phénomène général, on peut dire, à partir de 1918, où les Anglais ne comprenaient pas, littéralement, pourquoi tous ces jeunes garçons ne revenaient pas. Du même coup, on a vu se multiplier les sociétés spirites, les séances permettant de retrouver contact avec les disparus. Et on sait par exemple que dès la perte de son fils, Doyle l'a contacté. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais par exemple, Kingsley est mort en octobre 1918 et le 7 septembre 1919, Doyle dit qu'il a été en contact avec son fils grâce à un médium gallois. Et donc Kingsley, son fils mort, a informé son père qu'il était plutôt content là où il était. Et pendant qu'il parlait, Doyle a déclaré qu'il sentait la main de Kingsley sur sa tête, tandis que ses lèvres lui frottaient le front. Il y a beaucoup de grands médiums, beaucoup de grands chercheurs en psychisme, toutes sortes d'enquêteurs. Tout ce que je peux faire, c'est de faire entendre leur voix, en allant rencontrer les gens, en essayant de leur faire comprendre que cette chose n'est pas aussi stupide que ce que l'on veut nous faire croire, mais que c'est une incroyable philosophie qui, d'après moi, sera le point de départ de toute amélioration religieuse. J'ai voyagé dans le monde entier, que ce soit en Australie, en Amérique ou en Afrique du Sud. Par conséquent, quand les gens viennent me voir et me contredisent, alors qu'ils n'ont aucune expérience, n'ont rien lu et n'ont probablement jamais participé à une séance de spiritisme, vous pouvez bien imaginer que je ne prends pas leurs propos au sérieux. Quand je parle de ce sujet, je ne parle pas de ce à quoi je crois.
Je ne parle pas de ce à quoi je pense, je parle de ce que je sais. Il y a une énorme différence, croyez-moi, entre croire à une chose et la connaître. Parler de choses que j'ai vécues, vues, entendues de mes propres oreilles. Et ce toujours en présence de témoins afin d'éviter les hallucinations. Pour chaque expérience vécue, il y avait 6, 8, 10 témoins et tous ont vu et entendu les mêmes choses que moi. Petit à petit, je suis devenue de plus en plus convaincue par le spiritisme que j'étudiais tout le temps. Mais c'est avec la Grande Guerre, quand tous ces magnifiques jeunes gens sont morts, qu'en face à leur absence, on s'est tous dit « Que sont-ils devenus ? Où sont-ils maintenant ? Que font-ils ? Ont-ils disparu dans le néant ou sont-ils toujours les grands garçons que nous avions connus ? » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il était primordial que l'humanité en apprenne davantage sur ce sujet. Et depuis, je peux vous dire que je pourrais remplir une pièce entière de chez moi avec les lettres que je reçois de tous ces gens. Des personnes qui me disent que mes écrits et mes conférences leur ont apporté du réconfort. Comment ils ont pu, une fois encore, entendre le son d'une voix disparue, toucher une chevelure disparue. Et donc oui, c'est notamment, et très clairement pour rentrer en contact avec les morts, que Conan Doyle s'intéresse au spiritisme et s'y intéresse là d'une manière quasiment professionnelle, hein, puisque à la fin de sa vie, ou en tout cas jusqu'à la fin de sa vie, il fera des conférences dans le monde entier, aux États-Unis, en Afrique, sur le spiritisme. Il écrira des articles dans des revues. Il ouvrira même une librairie ésotérique à Londres, qui lui coûtera beaucoup d'argent. Mais je pense qu'à la fin de sa vie, Sherlock Holmes se sent un petit peu en mission pour parler au public de tous les bienfaits de cette religion. Pour lui, c'est une religion. Il se convertit au spiritisme. Cette idée, quand même très antimatérialiste, que la vie ne s'arrête pas avec la mort et que on pourra retrouver les êtres aimés après la mort. Et le spiritisme et les séances de spiritisme qu'il organise, notamment avec sa femme, Jean, sont pour lui une manière de réconfort, la possibilité vraiment de communiquer avec les morts. Ensuite, évidemment, on peut se poser la question d'une forme d'incohérence entre le matérialisme, le rationalisme que notamment le personnage de Sherlock Holmes incarne et cet attrait pour le spiritisme et pour le merveilleux aussi. Je pense qu'il y a peut-être une forme de lien, en tout cas un attrait de Conan Doyle pour ce qui dépasse la matérialité de l'existence, une forme d'intérêt pour le merveilleux, pour la vie de l'esprit, pour tout ce qui vient contrer ou offrir une forme d'échappée à la vie solide, la vie réelle, la vie matérielle. Puis il va publier des articles dans la presse, il va publier 2 ouvrages aussi qui vont entacher sa réputation, mais qui montrent qu'il était fermement convaincu de la possibilité de communiquer avec les morts. Mais on peut aussi peut-être rappeler, Natacha Levet, que le spiritisme ou le spiritualisme, dans ces années-là, pouvait toucher des gens comme, par exemple, Pierre et Marie Curie, qui faisaient aussi tourner les tables. La frontière entre les sciences dures et ce type de sciences, je mets des guillemets, était beaucoup plus poreuse qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous parlez de Pierre et Marie Curie. Il y avait effectivement, il y a eu un prix Nobel aussi qui croyait en tout cela, qui a fait des expériences, enfin des scientifiques. Le docteur Charles Richet. Voilà. Il s'y intéressait parce que finalement il y avait alors notamment du côté de la médecine, il y avait des techniques communes, par exemple l'hypnose ou l'auto-hypnose. Donc c'est vrai que la frontière était poreuse.